Est-ce que vous avez déjà vécu un de ces moments dans le sport où vous sentez que quelque chose de grand, de très grand, est en train de se passer? Si vous avez eu la chance d'en vivre un, voire peut-être deux, vous savez de quoi je veux parler. De ce moment où vous êtes devant votre télé et vous vous dites « Wow, attends, qu'est-ce que je viens de voir là ?» C'est exactement ce genre d'histoire qu'on va raconter aujourd'hui. On est à Wimbledon, le 6 juillet 2008 en Angleterre, l'un des 4 tournois de tennis les plus importants de l'année, le seul sur du gazon. Les deux joueurs s'échauffent, le public rentre tranquillement pour assister à la finale homme. Mais personne, absolument personne, ne se rend compte qu'il s'apprête à vivre le plus grand match de l'histoire du tennis moderne. Federer arrive en roi incontesté sur le court central de Wimbledon. Depuis maintenant 4 ans, il ne domine pas le tennis mondial. C'est le tennis mondial. Il occupe la place de numéro 1 mondial depuis février 2004 et sur le gazon de Londres, seule la reine Elisabeth a un statut plus royal que lui. Et encore, c'est discutable. Il a remporté l'année dernière son 5e titre à Wimbledon d'affilée, égalant la légende Björn Borg, et il joue aujourd'hui pour l'immortalité. Devenir le seul joueur de tennis à remporter 6 fois de suite le trophée à l'ananas. Le gazon colle parfaitement aussi le jeu de Federer. C'est une surface extrêmement rapide, la plus rapide de toutes, sur laquelle la balle fuse et va extrêmement vite. Le jeu d'attaque de Federer, capable de varier les services volés et les transitions entre la ligne de fond et le filet, ainsi que son slice dévastateur, son légendaire revers à une main, son jeu de jambes et son anticipation, font de lui le stéréotype du joueur quasi parfait sur gazon. En face de Roger se dresse le numéro 2 mondial, un Espagnol originaire de Majorque, 22 ans, 1m86. Rafael Nadal. Au début, Nadal n'était qu'une épine dans le pied de Federer. On sentait un jeune joueur extrêmement puissant et physique, mais qui n'avait pas du tout la capacité technique suffisante pour rivaliser avec le Suisse. Mais petit à petit, Nadal a progressé. Sa surface de prédilection, ce n'est pas le gazon, c'est la terre battue. Une surface beaucoup plus lente, très populaire en Espagne, sur laquelle Nadal frappe des coups extrêmement bombés, comme en témoigne son coup droit signature en forme de lasso, qui rebondissent très haut et lui permettent d'imposer un style de jeu extrêmement brutal, notamment chez les joueurs qui ont un revers à une main, comme c'est le cas de Federer. À Wimbledon, Nadal est loin d'être intouchable. Mais en France, à Paris, il règne en prince sur Roland-Garros, qu'il vient de remporter 4 fois de suite, et les 3 dernières finales, 2006, 2007 et 2008, face à Federer, qu'il a d'ailleurs brutalement corrigé en finale quelques semaines plus tôt, 6-1, 6-3, 6-0. On peut se demander s'il n'y a pas un stress post-traumatique chez Roger, ce genre de défaite laisse des traces. Mais l'année dernière, c'est bien Federer qui est sorti gagnant de la finale de Wimbledon, face à Rafa, dans un match extrêmement accroché, en 5-7. Le maître des lieux, c'est lui. Et il compte bien le montrer aujourd'hui. Federer arrive en finale de Wimbledon sans avoir perdu un seul set. Son style de jeu est absolument monstrueux. Un jeu ultra offensif, beaucoup de montées à la volée, une précision chirurgicale. Il montre peut-être le meilleur niveau de toute sa carrière sur gazon. De son côté, Nadal n'a perdu qu'un seul set de tout le tournoi, au 3e tour face à l'Allemand Philipp Petzschner. Un set absolument anecdotique puisqu'il se hisse en finale en sortant des très gros noms comme Andy Murray, balayé en 3 sets, et en montrant qu'il a bien progressé sur cette surface depuis sa défaite de l'année dernière. Il arrive avec un avantage psychologique majeur sur Federer grâce à sa victoire à Roland quelques semaines plus tôt, et au tournoi du Queens, l'un des tournois de préparation sur gazon les plus prestigieux, qu'il a remporté pour la première fois. Nadal est le premier à rentrer sur le court. Un regard fermé, très concentré, mais une présence physique absolument inévitable. Federer fait ensuite son entrée. Une jolie veste blanche sur les épaules, il incarne le champion que tout le monde est venu voir pour écrire l'histoire et remporter son 6e titre consécutif. Aucun doute, il est le favori et le court central, son royaume, sera derrière lui. Les deux joueurs sont prêts, c'est l'heure d'en découdre. Ready. Wimbledon 2008. Here we go. Play. Contre toute attente, c'est Nadal qui remporte le premier set. Un premier set très accroché, remporté 6-4, dans un match extrêmement solide. Mais ce premier set, c'est juste un avant-goût.
Le deuxième set se joue depuis 33 minutes et comme lors du premier, on sent les deux joueurs extrêmement proches. Personne n'arrive à breaker, à remporter le jeu de service de son adversaire, et il y a maintenant 4 partout. Pour rappel, un match de tennis de Grand Chelem se joue en 3 sets gagnants. Un set est remporté quand un joueur remporte 6 jeux, à moins qu'on arrive à 5-5, ou cette fois on va en 7 jeux gagnants. S'il y a 6-6, on joue un tie-break, un jeu spécial pour déterminer le gagnant du set, où il faut être le premier à arriver à 7 points. C'est au tour de Federer de servir, et il est en danger, car perdre son jeu de service maintenant donnerait à l'Espagnol la possibilité de servir ensuite pour remporter la deuxième manche, et mener 2-7-1. Au bout de 2 points, il est maintenant mené 0-30 sur son propre jeu de service. Il y a un grand danger pour le Suisse. Et sur cette faute dans le filet, sûrement dû à un peu de tension très inhabituelle, il concède 3 balles de break. Et c'est sur ce coup droit décroisé absolument exceptionnel qu'il finit par faire plier le Suisse, qui est maintenant dos au mur, sachant que Rafa n'a pas perdu un jeu de service du match pour l'instant. Et malgré un jeu très accroché, c'est Federer qui va craquer en envoyant dans le filet un énième revers. 2-0 pour l'Espagnol. On sent Nadal clairement au-dessus. Son coup droit s'est amélioré, il l'a adapté au gazon, beaucoup plus rapide que la terre battue, et sa stratégie est claire. Jouer très haut, très bombé sur le service de Federer, comme il l'a fait pour gagner ce dernier point. La fête semble toucher à sa fin. En fait, il n'y aura même pas eu de fête. Tout le monde s'attendait à voir Federer marquer l'histoire et remporter son 6e titre de suite. Toutes les légendes sont là, mais il semble que l'Espagnol sans manche en ait décidé autrement. Il ne lui reste qu'une seule manche à remporter contre 3 pour Federer. Le troisième set est un véritable bras de fer. Federer s'accroche, obtient plusieurs balles de break pour remporter le service de Nadal, notamment dans le 5e jeu à 3-2 où Nadal en sauve 4 de suite. Mais le numéro 2 tient. 3-3, 4-3, 4-4, 5-4. Personne ne veut rien lâcher. Et comme si l'atmosphère n'était pas assez électrique comme ça, ou parce que justement elle l'était un peu trop, la pluie, l'orage viennent s'installer sur le court central de Wimbledon, rendant la surface encore plus rapide qu'elle ne l'est déjà à l'origine. À 5-4 pour Federer dans le 3e set, les joueurs doivent retourner au vestiaire à cause de la pluie. L'interruption va durer presque 1h30, laissant les deux joueurs seuls dans les vestiaires, avec leurs doutes. Nadal, tout proche de gagner sa première finale de Wimbledon qui lui résiste depuis plus de 2 ans, mais pourtant si loin. Federer, dos au mur, qui mène 5-4 dans le 3e set, mais qui doit faire une remontée absolument exceptionnelle s'il veut inscrire son nom tout en haut de la liste des légendes de ce tournoi. La pluie s'est arrêtée, va falloir y retourner. Mais maintenant, on ne joue plus simplement au tennis. C'est une bataille mentale qui a commencé, une vraie partie d'échecs qui couronnera celui qui aura le plus maîtrisé ses nerfs et qui aura réussi à rentrer dans la tête de l'autre. Nadal remporte son jeu de service pour remonter à 5-5, 6-5 puis 6-6. On ira donc au tie-break, ce fameux jeu décisif où c'est le premier arrivé à 7 points qui l'emporte. Federer domine dans le tie-break et mène rapidement 6-3. Nadal remonte à 6-5, mais sur un 4e ace, le court central explose. Son champion, malmené, survit pour l'instant et revient à 2-7-1. On repart donc pour une nouvelle danse. Même pas, même musique, 2 joueurs au coude à coude. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 et 6-6. Le 4e set se jouera lui aussi au cruel tie-break. À l'issue de ce tie-break, on aura soit un nouveau champion à Wimbledon, soit un 5e set absolument épique. Ce tie-break a tout pour être légendaire, et croyez-moi, il va l'être. Vous voyez ça? Ouais, le passing revers de Federer et la volée réflexe de Nadal, puis le lob smatché en revers d'absolument nulle part, intercepté par Federer pour marquer le point. Bah ça, c'est juste le premier point. Je pense sincèrement que ce tie-break, en termes de niveau, est l'un des meilleurs tie-breaks de l'histoire du tennis moderne. Le niveau de jeu est absolument faramineux. On a 2 joueurs qui, après plus de 3 heures sur le court, ne jouent pas pour ne pas perdre,
Il joue pour vaincre. Nadal mène rapidement 4-2, puis 5-2 après ce long échange très solide qui finit dans le couloir à cause d'un revers trop décroisé. Plus que 2 points pour être sacré. Le numéro 1 mondial n'a jamais été aussi dos au mur dans son jardin qu'à ce moment-là. Mais vous savez ce qu'on dit, c'est quand la bête est blessée qu'elle est la plus dangereuse. Une double faute de Nadal, sûrement due à la tension, l'une des seules du match, 5-3. 5-4 sur ce coup droit puissant du Suisse, qui joue en avançant, qui joue pour faire mal. Boris Becker, légende du circuit, se demande si Roger a ce qu'il faut dans les tripes pour aller remonter cette situation et emmener Nadal en eau trouble dans un ultime 5e set. 5-5, le Suisse vient de rattraper ses 3 points de retard. Et sur ce service sur le T, il mène maintenant 6-5. Son niveau de jeu est monté d'un cran, Nadal est complètement dépassé et c'est maintenant lui qui doit jouer avec une balle de 7 contre lui. Mais Nadal tient et pousse Federer à la faute. Le coup d'après est lunaire. Après un échange de plusieurs coups, Federer envoie un coup droit très long. Nadal le renvoie avec un passing absolument magnifique pour s'offrir une balle de match. Mais vous voyez sa main gauche qui se lève au moment de taper. C'est parce qu'il a cru que la balle était faute. Et il a demandé un challenge. Si la balle est en fait bonne, le point de Nadal aurait été annulé. Mais la balle est bien faute. Nadal mène donc 7-6 et s'offre une première balle de match. Federer doit maintenant servir sous une pression absolument énorme. Mais le Suisse nous montre encore une fois pourquoi il est considéré comme le GOAT de ce sport. Le bras ne tremble pas, le poignet est solide. Service gagnant. 7-7. Federer semble marcher sur l'eau. Il attaque en coup droit, monte au filet pour finir le point, mais Nadal nous sort un coup droit longue ligne sorti d'une autre planète et s'offre une deuxième balle de match. Le public est choqué. Nadal sert pour le tournoi. Et cette fois, alors qu'il n'était qu'à une volée de remporter le match, c'est Federer qui choque le court central avec ce passing réflexe en revers sur une balle de tournoi. Les 2 derniers points sont absolument débiles. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les 2 meilleurs points du tournoi, back-to-back, à 7-7 et 8-7. 8-8. La tension est irrespirable. Et sur cette masterclass de jeu d'attaque, Federer remporte le point suivant. Balle de 5e set. Le retour de Nadal est trop long. Il l'a fait. Il est revenu au score après être mené 2-7-0. Il a sauvé 2 balles de match, dont un passing sorti d'ailleurs. Il joue mieux, il a l'expérience du terrain et il a le public dans sa poche. Imaginez juste une seconde l'état mental dans lequel doit être Rafa. Il doit tout recommencer à zéro. Et on peut se demander s'il en est vraiment capable. On se dirige maintenant vers un 5e et ultime set. Une seule règle change dans ce 5e set. À 6-6, pas de tie-break. C'est le premier qui réussit à remporter 2 jeux d'avance qui gagne le set. S'il faut que le match dure 3 jours parce que les joueurs n'arrivent pas à se départager, il durera 3 jours. Ça ressemble quand même beaucoup à une sorte de match à mort. L'ambiance du 5e set est absolument électrique. Le public est fou et la pluie vient rajouter une ambiance de fin du monde à cette finale. À 2-2, nouvelle interruption d'1 heure et rebelote, retour au vestiaire. Et encore une fois, et rebelote. Retour de la bagarre. On sent Nadal un petit peu plus frais que Federer. Il court plus, tape plus fort alors que le Suisse rate des coups assez inhabituels, comme cette volée habituellement assez facile qui finit dans le filet. 7-6 pour Federer. On est dans le money time, la mort subite.
Si Nadal perd son jeu de service, il perd le tournoi. Regardez ce point à 40-30 pour Nadal et écoutez la foule. Il est maintenant plus de 21h à Londres, ça fait 4h30 qu'on joue. La nuit tombe, on voit de moins en moins le jeu. Il y a 7-7 dans le 5e set d'un match qui aura connu 2 interruptions d'1 heure. Et c'est Federer qui sert. Et le Suisse commence à craquer. 0-30 pour Nadal sur ce coup droit dans le filet. Et sur ce revers tout droit sorti d'un autre univers, Nadal s'offre 2 balles de break. Mais Federer trouve les ressources. On ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, il réussit à revenir à 40 ans. Nadal tient, et il se procure une nouvelle balle de break. Puis une autre. Federer envoie un coup d'attaque très long, près de la ligne, annoncé faute par le juge. Le temps s'arrête complètement dans le central de Londres. Federer n'a plus de challenge, il vient de se faire prendre son service. 8-7 pour Nadal. Et s'il n'arrive pas à remporter le jeu de service de l'Espagnol à venir, chose qu'il n'a réussi à faire qu'une seule fois en presque 5 heures de match, c'en est terminé. Les gens savent qu'ils sont en train d'assister à un tournant dans l'histoire du tennis. Nadal a tout fait, il n'a plus qu'une seule petite chose à faire. Tenir son service, comme il l'a fait 29 fois sur 100 depuis le début de ce match. Balle trop longue de Nadal, 0-15. Service volé magnifique, 15-A. 30-15, 2 points du match. Federer qui sort 2 coups de fusil pour envoyer le retour de Nadal en faute. 30-A. Le revers croisé de Federer est trop long, 40-30, et balle de match. Mais encore une fois, ce match n'a absolument aucun sens. Le retour gagnant en revers de Federer sur une première balle, en balle de match, n'a aucun sens. Il n'y a plus d'histoire d'autres planètes, d'autres galaxies. Ça n'a juste pas de sens. Mais sur ce service gagnant, Nadal s'en offre une autre. La 4e balle de match. Après avoir perdu 2 finales de suite ici, être revenu de 2-7-0 à 2-2, rater 3 balles de match, Rafael Nadal a trouvé le courage au plus profond de lui-même pour s'imposer et empêcher Roger de rentrer dans l'histoire de Wimbledon. Tout le monde est d'accord pour dire que ce match a marqué l'histoire. Nadal en parlera comme l'un des plus beaux de sa carrière et Federer comme l'un des plus douloureux. Aujourd'hui, le tennis n'a pas été juste un sport. Ça a été un théâtre d'émotions, de doutes, de drames, et il a fait partie de ces moments uniques dans le sport qui auraient pu être écrits pour un film, tellement le scénario était exceptionnel. Ce genre de moment, ce genre de match où on aurait pu se dire « j'y étais ». Ce jour-là, ces 2 légendes n'ont pas joué de match de tennis. Elles ont donné une leçon de tennis à la terre entière.